Et quand je rentrais à la maison, mon fils, entre guillemets, mes enfants me reconnaissaient pas. Et t'as pas été là lorsqu'ils avaient besoin de toi. C'était très difficile, mais j'avais pas le choix. C'est pour ça, souvent on dit, quand on veut développer son business, il faut savoir vivre comme un pauvre en réalité. Je viens d'un foyer modeste avec des parents ouvriers qui se sont battus toute leur vie pour économiser pour leurs vacances l'été. L'aspect financier était leur raison de vivre. Parce que quand tu cours après l'argent et que tu veux vivre au-dessus de tes moyens, ça marche pas. Au fur et à mesure du temps, j'étais réticent à m'investir dans Instagram. Okay. Pour le côté religieux, de voir des choses pas bien, écouter des choses pas bien et tout. Ouais. Et on se dit, ok, moi il m'est arrivé ça, je vais prendre une revanche, entre guillemets, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. En fait, j'ai vécu dans un environnement où on te fait comprendre que tu peux pas avoir ce que tu veux. Oui. Toutes sortes d'échecs et de faiblesses que tu as rencontrées dans ta vie doivent être une source de motivation. Non, là où il faut être intelligent, là où tu peux être intelligent, c'est d'utiliser cet outil-là de divertissement pour divertir les gens tout en vendant. Beaucoup de personnes, tu leur donnes les mêmes armes, mais ils sont pas capables de faire la même chose. Et donc, tu as une famille, alhamdoulilah, et qu'Allah les préserve. Moi, ce que je voulais te poser comme question, parce que c'est des sentiments que je partage, c'est qu'il y a des moments où tu as l'impression de passer énormément de temps au travail. Oui. Et en fait, tu te dis, mais je passe énormément de temps au travail parce que j'ai besoin de subvenir aux besoins de ma famille. Et donc, je passe aussi moins de temps avec eux. Oui. Tu vois. Comment tu gères cet aspect-là qui est très frustrant? Oui, c'est très frustrant. J'en ai même pleuré. Je t'en parlerai, j'en ai même pleuré. Mais avant tout, c'est la continuité de ce que je disais précédemment, c'est que il y a des voix qui te disent, ça fait un peu possédé, il y a des voix qui te disent, oui, mais t'as pas vu ton enfant grandir. Oui, mais t'es pas au foyer, t'es pas rentré ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas ce que je voulais au début. Oui, mais ton objectif, c'est toujours pour Allah. Donc là, t'es en train de trimer pour Allah, pour que ta famille soit dans de bonnes conditions et que te permette de faire tes adorations, etc. On en a déjà parlé. Donc en réalité, c'est ça qui te remotive et qui prime en réalité sur cette angoisse que tu as de pas pouvoir passer du temps avec ta famille et d'avoir l'impression de pas être un bon père, tout simplement. Et il y a certaines situations où j'étais amené à m'absenter pendant 2 mois, 3 mois quand je fabriquais, je fabriquais, pour rester auprès de la production. C'était très important. Et j'en pleurais. J'en pleurais, c'était une angoisse, tu vois. C'était une angoisse, je m'en voulais. Et quand je rentrais à la maison, mon fils, entre guillemets, mes enfants me reconnaissaient pas. Dans le sens, quand ils avaient demandé, ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient vers leur mère. Et c'était tout à fait normal. Ouais. T'imagines, tu t'es pas au foyer pendant 3 mois, lorsque tes enfants, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, ou même 4 ans, des âges où ils sont en pleine évolution physique, physiologique, psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'as pas vu ça. Et t'as pas été là lorsqu'ils avaient besoin de toi. Et tu l'as pas vu. T'as pas été témoin de ça. Qu'est-ce que t'as à leur raconter? T'es un étranger à la maison en réalité. Donc à chaque fois que je revenais, il fallait un laps de temps pour que je reprenne ma place. Et ça, c'était très difficile. Okay. C'était très difficile. Mais j'avais pas le choix. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça en fait le truc. C'est que t'as pas le choix. Tu dois le faire aussi comprendre à ta famille. Parce que des fois, ils le comprennent pas. Tu vois, ils te disent... Moi, je te dis, personnellement, on me dit, mais je préfère gagner moins, mais tu passes plus de temps à la maison, tu vois. Mais d'un côté, toi, tu vois plus loin, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, moi, je te dis personnellement, je me dis, ouais, mais mon but, c'est de quitter la France. Pour quitter les France. Chacun il a son but, après, quoi qu'il en soit. Mais dans le sens où, moi, je te parle personnellement, mon but, c'est, ok, je veux quitter la France. Donc, pour ça, il faut que je fasse plus que la normale, tu vois. Parce que sinon, je reste dans la même situation et rien va bouger. Et ça, il faut réussir à le faire comprendre. Enfin, je ne sais pas si toi, dans ton cas, tu as eu cette problématique où tu dois faire comprendre ça, tu vois, à tes proches. Quand tu entends des histoires à ce sujet, beaucoup de familles n'arrivent pas à surmonter cette épreuve-là, de la distance, de la séparation et de l'absence par rapport au travail. Je pense qu'on a tous entendu des histoires à ce sujet qui ont mal terminé, des gens qui étaient focus sur leur travail, beaucoup étaient absents et passaient énormément de temps dans leur travail au détriment de leur famille, et au final, malheureusement, et ça me fend le cœur,
leur famille, leur cocon familial n'a pas tenu. Et moi, par la grâce d'Allah, parce que je dois tout à Allah, il m'a mis plus bas et il m'a donné des choses, il m'a donné des outils, et entre autres ma famille, qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Et jamais j'en serais arrivé là si j'avais pas eu ma famille. Quand je dis ma famille, ma petite famille, pour me soutenir et pour être fort autant que moi dans ces situations-là. Et même plus encore. Parce que derrière tout homme, il y a une femme. Bien sûr. Et on néglige des fois l'apport psychologique, voire même physique de la femme, qui est une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Et jamais, ça il faut bien l'enregistrer, jamais j'en serais arrivé là sans l'aide de ma famille. Parce que psychologiquement, j'ai passé des moments très difficiles à travailler comme un acharné, comme n'importe quel entrepreneur. Attention, je suis pas une exception, tu vois. Mais rentrer à la maison et pas avoir une famille qui t'en veut, Ouais. c'est un plus. C'est un gros C'est un plus, gros plus. Parce que si tu dois gérer aussi psychologiquement, et c'est tout à fait respectable que ta famille t'en veuille. Attention, hein. C'est tout à fait respectable que ton épouse t'en veuille parce que tu passes pas du temps avec eux, parce que elle a son droit aussi, elle a des besoins, tu vois ce que je veux dire? Mais non, infaillible et dur comme fer, tout comme moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je remercie Allah Azza wa Jal parce que j'en serais jamais arrivé là si j'avais pas. Ça aurait pu se passer tout autrement si ma famille ne m'avait pas soutenu. Ça aurait pu aller moins vite, ça aurait pu s'arrêter, ça aurait pu se passer différemment. Mais non. Et c'est vrai que c'est un facteur, hein, de toute façon, et c'est un facteur de réussite énorme, hein, la famille. L'environnement. Ah ouais, énormément, parce que tu le dis, hein, moi, personnellement, mes proches, c'est eux qui me poussent des fois, et en fait, je me dis, c'est aussi une source de motivation, parce que tu sais que tu fais ça aussi pour eux. Et ils ont confiance en toi. Exactement. Ils ont confiance en toi. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas le droit de lâcher. C'est ça qui te motive, tu vois. Allez, on se relève le matin, Ouais. on reprend sa voiture, peu importe, on reprend nos activités et on sait qu'on compte sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah, totalement. Et c'est une source énorme de motivation. Et c'est pour ça que je dis souvent, ça peut être soit un fardeau, parce que malheureusement, hein, tu vois, tu as des personnes qui, quand ils se marient, tu as des personnes, malheureusement, quand ils se marient, tu vois, ils ont une personne qui ne comprennent pas tout ça, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est à l'homme de lui faire comprendre, c'est-à-dire le projet, l'état d'esprit, etc. Sauf si, et c'est pour ça que si vous avez un objectif d'entreprendre, etc., moi personnellement, c'est mon avis à moi, je sais pas à toi, mais c'est d'en parler dès le début, tu vois, à la personne avec qui tu vas être, pour qu'elle comprenne. Parce que moi, c'est un élément que j'ai énormément insisté. Je me suis dit, c'est dur pour moi, mais ça va être dur aussi pour toi, ça va être dur pour tout le monde. Et il faut serrer les coudes. Il y a des moments où, c'est pour ça, souvent on dit, quand on veut développer son business, il faut savoir vivre comme un pauvre en réalité, pour savoir mettre de l'argent de côté. Et ça va être dur aussi pour toi. Et il y a aussi une responsabilité, parce que quand tu arrives chez toi, et tu vois que à manger c'est fait, c'est propre, les enfants ils ont dormi, t'arrives, t'as plus rien à faire. C'est un réconfort psychologique et physique incroyable et c'est ça qui te recharge les batteries en fait. Tu vois, tu rentres, t'es à plat et cet environnement là que tu viens de décrire te recharge les batteries pour demain. T'es plus que jamais motivé pour recommencer. Tu vois, une journée de plus. Tu vois. Et je trouve que c'est un élément qui est peu évoqué par les entrepreneurs, alors que c'est un élément qui est quand même... quand tu as une famille, évidemment, quand tu as une famille, après si tu es solo, c'est complètement différent. Mais quand tu as une famille, je trouve que c'est une source de motivation, contrairement à une personne qui, après, ils ont leur famille, on va dire, entre guillemets, ça peut être aussi les proches, les frères, etc. Mais dans le sens où, quand tu as une famille, je trouve que tu as un avantage potentiellement à une personne qui n'en a pas, parce que le temps est compté. Tu te dis que le temps est compté. Moi, des deadlines, ça peut être... Tu vois, chez une personne, ça peut être... je veux qu'avant que mon enfant ait 3 ans, je puisse avoir la capacité de faire ça. Et cette source de motivation-là,
elle est inégalable. Moi, je dis que depuis que j'ai mes enfants, eh ben, j'ai jamais autant évolué par rapport à avant. Alors qu'avant, j'avais l'impression que j'étais à fond. Mais depuis que j'ai mes enfants, j'ai eu une capacité d'évolution, donc de monter en compétence dans tous les aspects, parce que je me dis que il faut que ça aille beaucoup plus vite, tu vois. Même si tu fais les causes. Mais Et t'as pas droit à l'erreur. En gros, tu te mets le couteau sous la gorge, quoi. Quand t'as une famille, tu te dis, j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas le droit de me reposer aujourd'hui, parce que contrairement à quand t'es tout seul, mais c'est vrai que je pense que c'est un déterminant, un facteur indispensable et comme tu as dit, peut-être le plus grand facteur de motivation, la famille. Ouais. Je ne sais pas, moi c'est ce que j'ai vécu, toi c'est ce que tu as vécu, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui sont forts et je pense que aussi, moi j'avais double motivation. Moi. Attention, il n'y a pas que la famille, il y avait eu des revanches personnelles en fait, il y avait des revanches personnelles et je pense que même quand t'as pas de famille, de petite famille, je pense que les entrepreneurs doivent s'accrocher aussi à des choses qui leur est arrivées dans la vie, des échecs, tu vois ce que je veux dire, des mots qu'ils ont entendus à leur égard qui ne leur ont pas plu et qui font, ils doivent s'en servir de ça en réalité, tu vois. Et moi je me servais de beaucoup de choses dans ma vie, de là où je viens déjà, un foyer modeste je viens d'un foyer modeste donc avec voilà des parents ouvriers qui se sont battus toute leur vie pour économiser pour leurs vacances l'été et qui se battaient encore plus parce que au sens propre du terme en réalité parce que l'aspect financier était leur raison de vivre, était la raison pour laquelle rien n'allait en réalité. Ok. Rien n'allait. Parce que quand tu cours après l'argent et que tu veux vivre au-dessus de tes moyens, ça marche pas. Enfin bref, et donc j'ai vécu dans un environnement, en fait c'est ça qui est important, j'ai vécu dans un environnement où on te fait comprendre que mais j'en veux pas à mes parents, attention, hein, c'est comme ça, où on te fait, et c'est justement cet environnement-là, cette situation qui m'a construit, qui m'a fait faire ce que je suis aujourd'hui, et qui m'a donné envie de me battre pour pas en arriver là. Mais en fait, j'ai vécu dans un environnement où on te fait comprendre que tu peux pas avoir ce que tu veux. Oui. Tu peux pas avoir ce que tu veux, et même si quand t'es petit, tu le comprends pas, mais tu en acquiers des leçons quand tu grandis. Et en fait, ça, c'est une des raisons qui aussi me motive. Je veux pas recréer cet environnement-là à ma famille. Et voilà, l'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas un but. L'argent. Enfin bon, je me suis un peu éloigné du sujet. Je sais plus trop ce qu'on disait. C'est intéressant ce que tu dis parce que en gros, tu disais que là. Bien sûr, la famille, c'est une source de motivation, mais en réalité... Oui, il y a plein de sortes de motivation. Exact. C'est ça que je disais. Et en fait, j'ai remarqué, c'est une accumulation de plein de moteurs qu'on a en nous. Oui, qu'on a en nous. Ça, c'est personnel après. C'est ça. Et des fois même, on ne peut pas en parler ou on ne le sait même pas. Hein, des fois. Peut-être on ne le sait même pas des fois. Et on se dit, ok, moi, il m'est arrivé ça. Ben, je vais prendre une revanche, entre guillemets, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Tu vois, là, tu dis par rapport à tes enfants, mais aussi... à toi, tu veux plus te retrouver dans des situations où ça t'arrive. C'est ça. Et j'ai l'habitude de dire que tes échecs et tes faiblesses sont une force. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, tes échecs doivent être une force. Et force mentale dans notre situation. Tu sais, il y a des gens qui se font... c'est pas mon cas, je veux pas faire la victime. Il y a des gens qui se font insulter à l'école quand ils sont petits, tu vois. Et ça reste gravé. Et ça peut être une source. Je donne des idées, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils savent pas. Mais en réalité, ça peut être une source et une revanche pour la personne, une source de motivation. Il y a des gens qui ont vécu dans la misère, qui ont connu la misère toute leur vie dans leur foyer. Et ça peut être aussi une source de... Toutes sortes d'échecs et de faiblesses que tu as rencontrées dans ta vie doivent être une source de motivation. Totalement. Je vais te donner un dernier exemple qui va me faire passer pour un psychopathe. Mais tu vois, comme quoi, en fait, ces échecs doivent être une source à tout moment de motivation. Quand je fais de la musculation, je suis un psychopathe. Je me dépasse. J'ai besoin de me dépasser, tu vois. Tu vois mes dents qui serrent là. Ouais. Chaque série est une revanche sur mon passé, tu vois. Et dans ma tête, je me dis,
Pardon pour la vulgarité, mais c'est ce que je me dis en fait. Et c'est interne, c'est interne. Je me dis, je suis pas une merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai une revanche à l'intérieur de moi, tu vois, qui fait que... Et c'est pas je pousse juste pour être beau. Ouais. Je pousse juste pour avoir la forme. Non. C'est que j'ai cette rage au fond de moi, tu vois. Et cette rage, où que tu la puises, dans quel que soit le sujet, dans ton passé ou quoi, il faut que tu t'en serves, Totalement. tu vois. Et c'est pour ça qu'en réalité, pour en revenir à ce qu'on disait, la famille n'est pas forcément la seule source de motivation. Bien sûr. Et donc là, je voudrais je voudrais aller plutôt vers l'évolution de ta marque. Il y a eu un tournant dans ta marque, principalement, ça va être l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Oui. Qui ont tout changé pour toi. Qui ont tout bouleversé. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu gérer tout ça? Et comment tu as pu, entre guillemets, réussir, hein, oui, on peut le dire, hein, dans ce domaine-là qui est quand même assez difficile. Très intéressant ce sujet parce que c'est aujourd'hui l'essentiel de mon travail, ou du moins une grosse partie de mon travail, c'est-à-dire le digital, la communication. Moi, dès le début, j'étais sur les réseaux. Alors, pour les anciens qui ont des poils blancs et une calvitie comme moi, à l'époque, dès le début, moi, je me suis mis sur les réseaux, mais c'était différent. Je sais pas si tu as connu les forums à l'époque. Oui. Donc, en 2011, dès qu'on a fait le jean et tout, bah, il fallait vendre maintenant. Maintenant, on s'investit. Maintenant, même si on n'a pas beaucoup de moyens, peu importe, mais on doit tout donner. Ouais. Donc, on utilise tous les canaux. Donc, à l'époque, il y avait les forums. Donc, forum de Hijra, forum de vente entre musulmans, forum de... Tu vois, ces forums à l'époque, là, que les jeunes... Aujourd'hui, ça n'existe plus, les skyblogs, les machins et tout, là. Et donc, à l'époque, tu prenais une photo, peu importe de ton produit, tu mettais une annonce, vends ça, et tu mettais un numéro. Ça se passait c'est comme ça à l'époque. Donc, dès le début, moi, j'ai utilisé ce canal-là du digital, on peut appeler ça, hein, parce que j'étais sur Internet, et ça marchait. Ça marchait, tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, ça parlait, tu te dis, mais qui va aller sur ça? Mais à l'époque, tout le monde allait sur ça. Ouais. Il y avait aussi Facebook en parallèle qui émergeait depuis quelques années. Et j'avais commencé à faire un compte Facebook, ok? Donc j'étais aussi sur Facebook, je prenais mes photos de mes pantalons par terre, là, étalés par terre, et je disais, je vends ça. Okay. Des annonces, tu vois. Aujourd'hui, j'ai ça. Et j'ai commencé par ça dès le début, en réalité. J'ai commencé à me digitaliser, même si je savais pas que ça allait devenir comme ça aujourd'hui, et je savais pas où est-ce que ça allait me mener, mais j'ai commencé dès le début. J'étais réticent. Au fur et à mesure du temps, j'étais réticent à m'investir dans Instagram, pour le côté religieux, de voir des choses pas bien, écouter des choses pas bien et tout. Ouais. Donc je me suis pas investi dès le début. Oh, je sais plus, je vais pas te dire... je vais t'inventer, je vais te dire, c'est venu genre 3 ans, 4 ans après, genre 2014, 2015, je me suis mis sur Instagram, j'ai succombé. Et forcément, c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans le digital, de poursuivre dans ça et de m'investir sur Instagram. Instagram, à l'époque, on disait c'était beaucoup plus professionnel, tu vois. Ça donnait une image beaucoup plus professionnelle. Vient ensuite TikTok, mais TikTok, c'était à l'époque, donc là on fait pas beaucoup d'abonnés, on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'est pas autant investi dans la communication, c'est une photo tous les je sais pas combien, il y a que des photos à l'époque, donc on n'en est pas du tout à là où on en est aujourd'hui, hein. C'est juste pour avoir un catalogue, tu vois, c'est juste pour avoir voir ce qu'on est capable de faire, quoi, ce qu'on fait, tu vois. Et vraiment, je te dis, avec des photos prises à la volée, vraiment pas du tout professionnelles. Quoique on essayait de faire bien dans la limite de nos moyens, mais voilà. TikTok pareil, il faut passer à TikTok, donc Twitter il n'y avait pas de problème, il faut passer à TikTok, alors très réticent, je me suis investi dans TikTok, ça doit être, je vais te dire n'importe quoi, ça doit être 2018 genre, tu vois, genre c'est venu vraiment en dernier TikTok, et 2018-2019 même, et c'est une des meilleures choses que j'ai fait. C'est une des meilleures choses que j'ai fait. Donc attention, là je suis allé c'était très rapide. Au début, on poste que des photos. On met un peu des trucs de sa vie. On est en train de boire le thé. On est en train de faire de la musculation, de prendre des protéines. Tu peux voir, hein, si tu remontes à 2013-2014, je mettais C'était pas cohérent en fait. Il y avait pas de... Comment ça s'appelle de structure dans mes réseaux. C'était un peu du tout et n'importe quoi, tu vois. Là où j'ai commencé vraiment à m'investir, c'est 2017, 2018. Là, on commence à
On commence à essayer de faire des belles photos, mais avec dans la limite de nos moyens, avec nos téléphones, à faire des photos un peu en extérieur, un peu propres avec des décors. Et ensuite, j'ai investi dans une caméra qui m'a coûté des milliers d'euros, donc une bonne caméra, et un studio d'enregistrement où aujourd'hui je fais toutes mes vidéos, hein, je crée tout mon contenu, et c'est ça qui a été... donc là, on est à peu près à 10 000 abonnés. Ok. Là, on est à 10 000 abonnés. Attention, hein, 10 000 abonnés à l'époque, en tant que musulman qui crée un petit truc, machin et tout, c'était énorme déjà. C'était énorme. Avec mes petites photos de mon téléphone, j'étais arrivé à 10 000... Je pense qu'on est autour de... on est 2018. Je me rappelle très très bien, on est en 2018. D'accord. Parce que justement, quand on a fait le rendez-vous avec les associés pour parler un petit peu du projet et de l'investissement. À l'époque, je sais que j'avais 10 000 abonnés. Là, c'est un bon indicateur temporel. Donc, on est à 10 000 abonnés. Tac, on grandit petit à petit. Je commence à faire des petites collabs, notamment avec Mouta, Napoléon, ancien rappeur aujourd'hui, qui est très loin de tout ça et justement qui milite contre ça. J'ai commencé à faire appel à des influenceurs, des gens, pour donner un peu de visibilité et tout. Il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Alors ça, c'est un autre sujet. Hein. Les influenceurs, c'est un peu un attrape-nigo, hein, cette histoire. En tout cas, avec Mouta, ça a été une très belle expérience. Donc voilà, j'ai fait appel à des influenceurs. Je me suis beaucoup plus investi dans les photos, avec poster plus régulièrement. Et puis, j'en reviens à ce que je disais, à partir du moment, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que j'ai investi dans ma caméra. Et ensuite, dans un projet de prendre un studio d'enregistrement, c'est là que tout a changé pour moi. C'est là que ça a explosé. Ok, c'est là où ça a été game changer pour toi. Game changer, tout a explosé. Ça m'a donné, tu vois, on parlait du magasin qui donnait de la crédibilité, mais alors le studio d'enregistrement, là où vous me voyez faire toutes mes vidéos, ma création de contenu, c'est ça qui a tout changé pour moi. Et j'ai repris un peu le concept des youtubeurs en réalité. Les youtubeurs qui existaient depuis un moment et qui, tu sais, quand ils font leur contenu, ils ont un environnement derrière. Alors que des fois c'est sur fond vert, mais aussi certaines fois c'est un vrai environnement. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi je prendrais pas cette idée, ce concept-là de créer un environnement pour faire moi, même si c'est pas des versions YouTube, pour faire moi mes tenues, parler de mes vêtements et pourquoi pas toutes sortes de sujets, tu vois. C'était mon intention quand j'ai pris mon bureau aujourd'hui, qui est devenu mon bureau, mon studio, mon bureau. C'est mon lieu de travail, quoi, aujourd'hui. Et ça a été game changer. Ça a été game changer. Tu vois, on parlait du magasin qui a donné de la crédibilité, mais ça m'a vraiment donné. Je me suis créé en fait mon environnement, comme vous pouvez voir dans mes vidéos. Et c'est vraiment un environnement cocooning qui me correspond, un peu fun, tu vois, et où je fais ce que je veux. Et à partir de quel moment donc tu as commencé à tester plein de types de contenus et qu'est-ce qui a fait qu'à partir d'un moment ça a décollé? Donc au début tu n'étais pas sûr que ça allait décoller. Ah ben, comme tout projet, hein, on rentre encore dans l'inconnu, hein, comme tout projet, comme tout investissement. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que cet environnement-là et cette prise de risque-là, je l'ai fait avec mes propres moyens. Okay. Ma société n'avait pas les moyens à cette époque-là. DC Jeans n'avait pas les moyens à cette époque-là. En tout cas, les moyens d'investir dans quelque chose. Et j'ai pris ma propre argent. J'ai investi 4 000 euros et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, ça ressemble pas du tout à ce que c'était au début en termes de décoration, d'aménagement et tout. Mais j'ai investi 4 000 euros pour mes premiers aménagements et tout. Et au fur et à mesure des mois, dès les premiers mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, ça a été, ça a fait ses preuves en fait. Okay. Ça a fait ses preuves en termes de vues, parce que je travaille pour les vues. La communication, c'est ça. Tu travailles pour la visibilité. En termes de vues, ça a changé tout. Ça a changé tout. Et les types de contenus que tu faisais, donc. Comment tu réfléchissais au type de contenu que tu allais mettre en place? Voilà, ça demande de la créativité et ça, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes, tu leur donnes les mêmes armes, mais ils sont pas capables de faire la même chose. Soit mieux, soit moins bien. Et moi, écoute, je suis quelqu'un, je peux me qualifier de quelqu'un de créatif au vu de ce que j'arrive à faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien qu'il y a des gens qui sont capables de faire 10 fois mieux que moi, tu vois. Ouais.
Mais je pense que je peux me qualifier comme quelqu'un de créatif. Donc, j'ai vu que en fait, la solution pour vendre les produits, pour vendre vos produits, la solution, c'est de ne pas vendre pour vendre. Ouais. Si tu es là uniquement pour dire, voilà, ben, ça coûte 60 euros, vous pouvez l'acheter sur ça, les gens, ils en ont rien à faire. Et c'est normal. Toi, le premier, t'en as rien à faire. T'es sur les réseaux pour te divertir. Tu rentres le soir, toi-même, hein, toi, en premier, avant d'être vendeur. Tu rentres le soir, tu feuillettes un peu tes réseaux. C'est pas pour qu'on te bassine avec des produits dont t'en as rien à faire et que tu vois pas qu'il y a une utilité à ça et qu'on te parle de chiffres. T'es là pour te divertir. Donc, si toi, tu te sers de cet outil-là, les réseaux sociaux, pour vendre tes produits purement en disant ben ça coûte tant et ça coûte tant, c'est que t'as rien compris aux réseaux sociaux. Ok. T'as rien compris. Non, là où il faut être intelligent, là où tu peux être intelligent, c'est d'utiliser cet outil-là de divertissement pour divertir les gens tout en vendant. Ok. Tu vois, en tout cas, c'est ma manière d'aborder les choses qui a fait ses preuves. Alors, ça peut être autrement, attention, hein, mais en tout cas, ça a fait ses preuves. Donc moi, j'ai commencé à utiliser cet outil-là, de par mon studio, mon bureau d'enregistrement, en abordant, voilà, on est plus dans, j'ai acheté une paire, voilà, j'ai utilisé le biais de la sneakers, qui match à la perfection, évidemment, avec le streetwear, donc mon environnement. J'ai utilisé la sneakers pour introduire le sujet de ma marque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'ai abordé différemment le sujet de la vente à travers la sneakers. Ensuite est venu des unboxings. Ouais. Je faisais même des unboxings de produits Amazon. Tu vois? Mais c'était quoi derrière? J'ai pas de honte à dire ça et j'en suis très fier. C'est que derrière, j'abordais le sujet indirectement de mes produits, de mes articles, en les montrant, juste en les montrant. Ça suffisait. Donc je distrais les gens tout en montrant mes vêtements. Et ça suffisait. Là où je gagnais, quand je me rendais compte que j'avais gagné, c'est quoi? C'est quand on m'écrivait « Oh, ton pantalon, je peux le trouver où? Oh, il est disponible ce pantalon en ce moment? Oh, tu vois ce que je veux dire? Et tu as quelle couleur dans ce pantalon? » Moi, j'avais gagné. Ouais, totalement. J'avais gagné. Parce que sans parler de mes vêtements, j'avais réussi à créer de la demande. T'as capté l'attention sur... Tu vois? Et donc ça, cette manière de voir les choses, là, tu peux le multiplier dans divers sujets, diverses manières d'aborder divers sujets de communication, quoi.